Bonjour et bienvenue, Beautiful People, dans cette nouvelle chronique consacrée cette semaine à la curiosité. Cela fait 2 semaines que nous parlons, vous et moi, de l'attention. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Pourquoi est-ce qu'elle est fondamentale pour conduire notre vie dans la bonne direction? Et enfin, comment la muscler et l'affiner? Mais cette semaine, je me suis dit que j'avais envie de faire un pas de côté. J'ai eu envie de réfléchir à ce qui pourrait être un déclencheur et un moteur de l'attention. Comment ne pas être attentif uniquement parce qu'il faut, ou parce que je ne veux pas avoir un cerveau de lombric, mais bien plutôt parce que j'ai envie, parce que ça m'excite, parce que ça me rend joyeux. Dans cette chronique, je vous propose donc de réfléchir à la curiosité comme base pour l'attention. Être curieux, c'est avoir envie d'explorer, d'apprendre, d'ouvrir des portes. C'est vouloir poser des questions pour avoir des réponses neuves, pas pour confirmer ce qu'on sait déjà. Alors, comment entretenir ce moteur dans un monde où on nous explique que la curiosité est un vilain défaut? Est-ce que c'est vraiment utile, puisque, apparemment, toutes les informations sont désormais à portée de main, à portée de clic? Et si tout le monde pose les questions à la machine, voire demande à la machine de faire à la fois les questions et les réponses, est-ce que ça vaut encore la peine de se poser des questions? Je continue à croire que la curiosité est un des éléments constitutifs de l'être humain, mais pas n'importe quelle curiosité. Je crois qu'il est essentiel de faire la différence entre la passion et la curiosité, qui me semble beaucoup plus importante, beaucoup plus utile dans nos vies. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans cette chronique curieuse. En mai 2023, j'ai écrit une chronique que j'avais intitulée « ChatGPT est mon ami ». En synthèse, j'expliquais que j'avais trouvé que c'était un super outil et que je ne voyais pas forcément de raison de m'inquiéter de cette nouvelle révolution technologique. J'avais d'ailleurs fait un parallèle avec les grandes peurs du 18e face à l'arrivée des automates. Plus exactement, je ne voyais pas de raison de m'angoisser tant que nous gardions 3 qualités essentielles de l'être humain. Première qualité, la curiosité. C'est cette envie d'explorer au-delà de la carte, cette fin du détail, de la profondeur. La curiosité, c'est aller au-delà d'une information résumée et remonter à la source, et puis lire le livre complet, et puis lire un autre livre du même auteur, ou bien au contraire, aller écouter une interview d'un critique féroce de ce même auteur. Finalement, la curiosité, c'est l'envie de ne pas juste avaler l'info, mais de se la construire. La deuxième qualité, pour moi, c'était l'originalité. Pas forcément faire du neuf, du différent, mais plutôt la capacité à faire soi-même. Regarder un produit, physique ou abstrait, et pouvoir dire « c'est bien moi qui ai fait ça ». Depuis le début de cette saison, j'approfondis ce premier axe en réfléchissant sur le travail en profondeur et son lien avec la créativité. Et enfin, troisième caractéristique de l'être humain, troisième qualité, l'émerveillement. Cette double joie. La joie d'avoir une idée à creuser d'abord. J'ai vu une porte qui est fermée, je me demande ce qu'il y a derrière, je sais que ça va me demander du travail en profondeur, mais je suis prêt à le faire parce que je suis excité à l'idée de ce que je pourrais trouver. Et puis c'est aussi la joie, une fois que je suis passé de l'autre côté de cette porte, que j'ai fait ce travail. Parce que même si ce qu'il y a est moins beau, moins passionnant, moins magnifique que ce que j'espérais, le plus important, ça n'est pas le résultat, c'est la marche. C'est ce pas que j'ai fait sans avoir de résultat immédiat et prévu à l'avance. Pour le geste, parce que c'est ça, être un être humain et pas une machine, c'est faire fonctionner son cerveau pour soi-même. Depuis 2 ans et demi, l'IA est devenue le centre absolu des conversations, l'axe incontournable de la stratégie de la plupart des entreprises et le point focal des marchés financiers. J'ai constaté aussi que les personnes que je rencontre sont de plus en plus angoissées, de moins en moins joyeuses. Alors évidemment, avec le métier que je fais, formateur, coach, il est possible que ma vision soit biaisée et que je rencontre surtout, d'abord, les personnes qui ne vont pas bien. Mais je fais ce métier depuis 25 ans. Et si j'avais un biais, ce serait plutôt un biais optimiste, surtout ces derniers temps, parce que je n'ai jamais été aussi bien dans ma peau et dans mon job que sur les 5 dernières années. Or, ce que je constate, c'est que les personnes qui font un travail qu'on appelle le travail de la pensée, knowledge workers, sont de plus en plus tendues. Et je crois que cette augmentation des tensions est liée à une cause fondamentale, des vies professionnelles qui sont une longue et frénétique suite de tâches répétitives, superficielles, sur lesquelles personne ne peut vraiment mettre sa signature.
des vies dont personne ne peut se réjouir et être fier. Retrouver sa joie, c'est retrouver sa créativité, même par instant, même sur des choses mineures. Pour cela, il faut retrouver le goût du travail en profondeur, récupérer l'énergie et le temps pour le faire, je vous en ai déjà parlé. Pour cela, il faut prendre le contrôle de notre attention, la piloter sur des éléments essentiels, et pas uniquement sur la dernière chose qui a été dite, la dernière personne qui a parlé, ou la dernière chose affichée sur notre écran. Et pour cela, au fond, il faut redevenir curieux, parce que cette curiosité, c'est le déclencheur de l'attention. La boucle positive, en résumé, c'est curiosité, attention, travail en profondeur, créativité, joie, curiosité. Mais attention, pas n'importe quel type de curiosité. J'ai lu cette semaine un excellent bouquin sur la curiosité. Curious, The Desire to Know Why and Why Your Future Depends on It, d'un monsieur qui s'appelle Ian Leslie. Je vous mets la couverture sur cette image parce que je ne l'ai pas acheté en papier, il arrive un peu plus tard. Pour l'instant, je ne l'ai lu qu'en Kindle. Ce livre est une exploration passionnante de la curiosité, de son origine et de sa construction dans l'enfance, et puis aussi une exploration de la différence entre la curiosité humaine et celle de nos frères les animaux, et de ses mécanismes à l'âge adulte. Une des choses simples, évidentes, et dont je n'avais pourtant pas conscience, c'est que la curiosité, elle n'est pas unique. Il y aurait deux sortes de curiosité avec deux mécanismes de fonctionnement très différents. D'un côté, la curiosité diversive et de l'autre côté, la curiosité épistémique. Diversive, qui a la même racine que diversion, signifie tourner dans des directions différentes. C'est la curiosité superficielle qui est attirée par tout ce qui est nouveau. Les prises électriques où les enfants veulent absolument mettre leurs petits doigts pour voir. Ou les écrans de téléphone où nous scrollons d'une nouveauté à l'autre. C'est la curiosité qui fait dire aux Espagnols « Mira, mira, mira !»« Regarde, regarde !» en pointant du doigt un élément intéressant, un nouveau monument parisien. La curiosité épistémique, de l'autre côté, c'est la curiosité qui va un cran plus loin. C'est la curiosité qui cherche le sens, la connaissance, la compréhension en profondeur. Épistémé, en grec, c'est la science, la connaissance. Chaque mode de curiosité a son utilité. La curiosité diversive, c'est celle qui nous encourage à explorer le monde, à découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, à faire de nouvelles expériences. La curiosité épistémique, c'est celle qui permet de faire des connexions logiques nouvelles, d'enrichir notre vision du monde en profondeur. C'est la curiosité épistémique qui a explosé depuis l'invention de l'écriture et surtout l'invention de l'imprimerie, parce que c'est ces inventions qui ont permis le partage d'informations et de connaissances approfondies, réfléchies, construites d'un bout à l'autre de la planète. Paradoxalement, l'Internet a permis une nouvelle accélération dans l'échange des connaissances. Mais aujourd'hui, il semble que cela se fasse plutôt au profit de la curiosité diversive, celle qui saute d'un élément à un autre sans prendre le temps d'approfondir et de créer de nouvelles connexions. Que ce soit les réseaux sociaux, mais aussi l'intelligence artificielle. Ian Leslie montre magnifiquement dans son bouquin comment ChatGPT et ses cousins nous encouragent à poser une question, avoir une réponse et nous arrêter là. Pas de contexte, pas de réflexion sur l'origine de cette réponse, pas de proposition d'alternative possible. En plus, il y a une forme d'autorité de la machine présentée comme omnisciente qui fait que beaucoup d'entre nous ne voient plus l'intérêt d'aller plus loin. Encore une fois, les deux formes de curiosité sont nécessaires. La curiosité diversive sans la curiosité épistémique, c'est une sorte de course frénétique et un peu vaine à la nouveauté, au dernier truc qui brille. De l'autre côté, la curiosité épistémique sans la curiosité diversive, c'est une quête de la connaissance qui risque de ne plus se confronter suffisamment au réel, au mouvement de la vie, une connaissance qui va finir par sentir le renfermer, le dogme. La mauvaise nouvelle, c'est que notre monde privilégie clairement la curiosité diversive, que ce soit par la pub, le marketing, le numérique, les médias en général. J'ai trouvé une étude dirigée par un monsieur qui s'appelle James Cutting, publiée en 2011 dans le magazine High Perception, qui calculait que le temps moyen d'un plan dans le cinéma américain est passé de 10 secondes en 1935 à moins de 4 secondes après 2000. Et on parle bien d'une moyenne, pas d'un film de super-héros
où, comme dans les jeux vidéo, on a commencé à multiplier les avertissements pour mettre en garde les personnes épileptiques. Pourquoi est-ce qu'il est essentiel de garder les deux, et en particulier donc dans notre monde la curiosité épistémique? Après tout, nous pourrions dire que c'est la fin de l'histoire, que grosso modo le plus important a déjà été découvert et compris, et que pour le reste, les machines feront le boulot si jamais nous avons de nouveaux défis à relever. C'est une tentation logique, parce que la curiosité épistémique, la curiosité en profondeur, elle demande plus de temps et d'énergie que la curiosité diversive, et ses résultats sont beaucoup plus lointains, beaucoup moins certains. Allez voir à la fenêtre pour voir ce qui fait ce petit sifflement régulier. Constatez que ce sont les chauves-souris qui passent au-dessus de mon toit, c'est quasi immédiat. Se demander et aller chercher comment est-ce qu'elles produisent ce son, à quoi ça leur sert, est-ce qu'il y a des différences éventuelles entre ces sons? Bref, c'est un processus beaucoup plus long, peut-être même sans fin, et c'est un processus qui demande beaucoup plus de jus de crâne, plus de calories. Une fois que nous avons le premier niveau de réponse « Ah ouais, c'est les chauves-souris », que voulez-vous, la tentation est grande de retourner se coller devant un écran. Bon, alors Aurélien, je te repose la question. Pourquoi est-ce qu'il serait si important de garder une curiosité en profondeur active? Parce que c'est celle qui définit notre humanité. La curiosité épistémique, c'est celle qui nous permet de développer une culture et donc qui nous libère des limites de notre biologie. Ian Levin écrit « Les humains sont devenus la seule espèce à acquérir des conseils sur la manière de vivre à partir des connaissances accumulées par leurs ancêtres plutôt qu'à partir uniquement de leur ADN. » C'est un instinct, la curiosité épistémique, ancré en nous par l'évolution aussi fortement que la curiosité diversive. Comme il le dit de manière fun, la curiosité diversive est ce qui nous donne l'envie d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la montagne, mais la curiosité épistémique, c'est celle qui nous donne le savoir pour survivre une fois que nous y serons. Le fameux « why », cette obsession des 15-20 dernières années, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Ian Levin donne l'exemple d'expériences faites avec des singes et en particulier avec l'un d'entre eux appelé Kanzi, exceptionnellement doué pour le langage. Mais même si Kanzi était capable d'utiliser 200 mots, c'est-à-dire des symboles représentés sur un clavier, il n'était pas capable de curiosité épistémique. Encore une fois, comme le dit Ian Levin avec humour, il passait ses journées avec des humains qui s'intéressaient à ce que ça signifiait d'être un singe, mais lui, il n'a jamais montré le moindre intérêt pour ce que cela pouvait représenter d'être un humain. Il allait vérifier dans le frigo s'il y avait quelque chose à manger, curiosité diversive, mais il n'était pas du tout curieux du fonctionnement du frigo. Le biologiste Mark Pagel, cité par Ian Levin, explique que c'est grâce à notre culture, et donc à la curiosité épistémique, que nous regardons la télévision en 3D et que nous construisons des cathédrales, tandis que nos proches parents génétiques, les chimpanzés, restent assis dans la forêt comme ils le font depuis des millions d'années, cassant les mêmes noix avec les mêmes pierres. Chaque génération humaine transmet aux suivantes un stock de connaissances et les moyens pour les développer, les enrichir ou les remettre en question. Mais on ne repart pas à zéro à chaque génération. Dans l'histoire de chacun d'entre nous, la curiosité a été un des moteurs les plus puissants qui soit. Ian Levin a des chapitres fascinants sur la curiosité chez les enfants. Il montre comment la curiosité diversive est déjà très forte chez des enfants de 2 mois, tandis que la curiosité épistémique en profondeur apparaît vers 3 ans. C'est le moment où nous passons de « c'est quoi ça ?» à « pourquoi » ou « comment ». Et je compatis de tout mon cœur avec les parents qui n'en peuvent plus de ces rafales de questions. Selon une étude de Michel Chouinard en 2007, plus de 100 questions posées en moyenne par les enfants par heure. Mais leur coller un écran pour les faire taire, ça a des conséquences graves et étudiées, prouvées, sur leur développement intellectuel et leur futur professionnel. À l'âge adulte, j'en ai déjà parlé, nous allons avoir tendance à nous reposer progressivement sur nos connaissances accumulées, sur nos habitudes, nos modes de pensée. Notre cadre de référence devient de plus en plus solide, ça a des atouts, et nous allons lâcher lentement la curiosité épistémique. Comme le dit Ian Levin, nous devenons paresseux. Pourtant, cette paresse risque de nous couper à terme d'un de nos instincts les plus puissants. Comme le dit le philosophe anglais John Stuart Mill dans son livre de 1861 « L'utilitarisme »,
Cette citation continue à me faire marrer. Il vaut mieux être un homme insatisfait qu'un porc satisfait, et mieux vaut être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. La curiosité diversive s'appuie sur l'attention passive, et elle nous apporte de la satisfaction. Réponse reçue, boucle cérébrale fermée, retour à l'équilibre. La curiosité épistémique s'appuie sur l'attention active et elle nous procure de la joie. Question profonde, attention active, travail en profondeur, effort, résultat. Il y a eu un trajet, un avant et un après différents. Et c'est ça ce que nous indique la joie. En 2013, une étude du Rush University Medical Center de Chicago, dirigée par Robert Wilson, portait sur 379 personnes d'un âge certain, 82 ans, plus ou moins 7 ans. Leur capacité de réflexion et de mémoire était évaluée sur 2 axes, de leur enfant jusqu'à la cinquantaine et sur l'année qui venait de s'écouler. Conclusion de l'étude, les personnes qui avaient entretenu des habitudes de beaucoup lire, écrire, réfléchir tout au long de leur vie et en particulier dans une période récente, avaient significativement ralenti le vieillissement de leur cerveau. 1/3 en moyenne par rapport aux personnes qui avaient une activité intellectuelle moyenne. La curiosité a longtemps été considérée dans notre histoire comme dangereuse. C'est la curiosité qui pousse Adam et Ève à manger du fruit défendu et à être chassés du paradis. C'est la curiosité qui pousse Pandore à ouvrir une jarre dont vont s'échapper tous les maux de la terre. C'est la curiosité qui pousse Icare, malgré les conseils de son père, à voler vers le soleil pour voir plus et au final à s'écraser dans la mer qui porte désormais son nom. Pendant des siècles, nos sociétés ont privilégié l'ordre et donc rejeté la curiosité parce qu'elle remet en question l'autorité de ce qui est établi. La Renaissance, la Réforme, les Lumières ont valorisé la curiosité, l'appétit de savoir en profondeur et donc permis une accélération inouïe du progrès des sciences. Donc non, la curiosité n'est pas un vilain défaut. Ce qui compte comme d'habitude, c'est l'intention. Est-ce que j'écoute les conversations de mes voisins pour me réjouir du fait qu'ils se disputent ? Ou bien est-ce que j'écoute une conférence au Collège de France parce que c'est un sujet qui me passionne ? Arrêtons de dire de quelqu'un « il est curieux », comme si nous devions nous en méfier. Être curieux, c'est être humain. Et être face à quelqu'un au comportement bizarre, ça devrait au contraire nous intéresser, nous rendre curieux. Dans une prochaine chronique, je reviendrai sur les raisons pour lesquelles la curiosité est un moteur puissant dans notre travail. C'est une source de joie, ça c'est une certitude, et c'est aussi une source de réussite professionnelle, ça c'est ma conviction, et je ferai tout ce que je peux pour vous le prouver. Mon but sera de vous convaincre que la curiosité est un moteur bien plus certain que la passion pour avoir du bonheur et du succès dans son job. Je veux en fait percuter avec élan la phrase « pour être heureux dans son boulot, il faut suivre sa passion ». Parce que je pense que c'est faux et que cette maxime, cette devise, conduit beaucoup de personnes dans un profond état d'insatisfaction. Je vous rappelle que j'ai toujours besoin de personnes qui voudraient bien me donner 1 heure de leur temps pour me raconter ce qui, dans leur boulot au quotidien, les met en joie. Voici mon email. Dites-moi que vous êtes prêt à me faire ce cadeau et je vous donnerai un lien pour prendre rendez-vous dans mon agenda. Je vous souhaite une très bonne semaine et je me réjouis de vous retrouver très bientôt.